Dana Andrews était la royauté d'Hollywood dans les 1940, un visage auquel le public faisait confiance et une présence sur laquelle les studios comptaient. Il a joué dans des classiques intemporels comme Laura et Les plus belles années de notre vie des performances, qui l'ont cimenté comme l'un des acteurs principaux les plus respectés de l'époque. Mais dans les 1972, longtemps après son apogée, Dana s'est assis pour ce qui était censé être une interview télévisée ordinaire. Ce qui s'est passé au lieu de cela a stupéfié le monde du spectacle. Ce qu'il a dit en direct à la télévision a franchi une ligne invisible. En l'espace de 24 heures, le téléphone a cessé de sonner. Les portes des studios se sont fermées en silence. Son agent a rompu les liens. Dana Andrews a été effectivement effacée. Pendant des décennies, les images de cette interview ont été enterrées, rarement mentionnées et jamais rediffusées. Maintenant qu'elles ont refait surface, ce que Dana a révélé sur les figures les plus puissantes d'Hollywood a de quoi laisser tout le monde sans voix. Il est né Carver Dana Andrews le janvier 1909, dans une petite ville du Mississippi appelée Dont, un endroit si petit qu'il n'existe plus sur aucune carte. Il est le troisième d'une famille de 13 enfants élevés dans un foyer où la survie passe avant le confort. Son père, Charles Forrest Andrews, était un prédicateur baptiste qui courait les chairs à travers le sud, déplaçant la famille partout où il y avait du travail. Sa mère, Annie Speed Andrews, est restée à la maison pour élever les enfants et maintenir l'unité du foyer malgré les changements constants. Ils ont dérivé à travers le Mississippi, le Texas et le Kentucky, sans jamais rester assez longtemps pour se sentir enracinés. À l'âge de 9 ans, la famille s'est finalement installée à Huntsville, au Texas. Son père a repris la First Baptist Church et Dana s'est inscrit au Sam Houston State Teachers College. Mais la stabilité n'était pas synonyme de confort. La famille était pauvre et Dana a passé son enfance à ramasser du coton, à travailler dans les champs et à accepter toutes les tâches qu'il pouvait trouver pour l'aider à garder de la nourriture sur la table. Ce genre d'éducation laissait peu de place à la fantaisie, mais elle l'a tranquillement préparé au personnage ancré et émotionnellement étoffé qu'il allait plus tard faire vivre à l'écran. Derrière les portes closes, cependant, son enfance a été marquée par une tension plus sombre. Dana a vu son père tonner contre le péché, l'alcool, et la tentation du haut de la chair, prononçant des sermons de feu et de sang qui secouaient les congrégations. Pourtant, à la maison, le même homme buvait et luttait contre les vices mêmes qu'il condamnait publiquement. L'hypocrisie a été profonde. Elle a brisé la confiance aveugle de Dana dans l'autorité et a semé en lui une défiance tranquille. Ce fossé entre la vertu publique et la vérité privée ne l'a jamais quitté. Il s'est répercuté dans les rôles qu'il a choisis et l'a hanté dans sa vie personnelle. Dana a essayé de suivre une voie responsable. Il a étudié le commerce à Sam Houston State, espérant une certaine stabilité, mais en 1929, l'argent a manqué et il a été forcé d'abandonner à peine âgé de 20 ans. Il a pris un emploi chez Gulf Oil à Austin, gagnant $100 par mois, un salaire respectable pour l'époque, mais le travail lui semblait étouffant. Un emploi de bureau n'a jamais été ce qu'il voulait. Il aspirait à quelque chose de plus grand, quelque chose d'indéfini, mais d'indéniable. Dans 1930 et 1, avec seulement $40 en poche, Dana prend une décision téméraire. Il fait du stop sur près de 400 km jusqu'à Los Angeles, sans emploi en vue et sans endroit où loger. La survie passe avant tout. Il creuse des fossés, ramasse des oranges, pompe de l'essence et travaille là où quelqu'un veut bien le payer. Pourtant, même en s'en tirant à bon compte, il n'abandonne jamais l'idée qu'il est fait pour plus. Dans une station-service de Van Nuys, il rencontre un propriétaire qui reconnaît en lui quelque chose de rare. L'homme propose d'investir $50 par semaine dans les cours de chant de Dana en échange d'un pourcentage sur ses futurs revenus. Au plus profond de la Grande Dépression, une telle offre est presque inédite. Dana n'hésite pas. Il travaille des heures épuisantes le jour et étudie l'opéra et l'élocution la nuit, déterminé à se transformer d'un ouvrier du Sud en quelqu'un qui pourrait commander une scène. Les progrès sont lents. Il postule à la Pasadena Playhouse et est rejeté. Il postule à nouveau et est rejeté à nouveau. Pourtant, il continue à étudier, à pomper de l'essence, à travailler comme vendeur de soda et à refuser d'abandonner son rêve. C'est alors que survient la tragédie. En 1935, sa femme, Janet Murray, meurt subitement d'une pneumonie juste après avoir donné naissance à leur fils David.
Elle n'a que 24 ans. Dana a 26 ans, il est veuf, et doit élever un nouveau-né tout en poursuivant un rêve qui ne lui a apporté que du rejet. Cette perte l'a presque brisé, mais elle a aussi ouvert quelque chose en lui. La même année, la Pasadena Playhouse l'accepte enfin. Il s'attaque à l'œuvre avec une intensité implacable. Entre 1935 et 1938, Dana a joué dans plus de 70 productions théâtrales. Il a commencé par des rôles mineurs, un majordome dans The Women, de petits seconds rôles dans Shakespeare. Mais il restait tard observer les autres et apprenait. Il étudiait comment des artistes comme Robert Preston se déplaçaient, parlaient et contrôlaient une pièce. Lorsqu'il a obtenu un rôle plus important dans une pièce intitulée Oh Evening Star, un découvreur de talent l'a remarqué. Boris Moros l'a mentionné au producteur Samuel Goldwyn, et cette seule mention a changé le cours de sa vie. Dans 1938, Goldwyn a signé un contrat de 7 ans avec Dana à partir de $150 par semaine, une somme importante dans l'Amérique de la dépression. Mais le contrat était assorti de conditions. Goldwyn a insisté pour que Dana reste au Playhouse afin de poursuivre sa formation et il n'était payé que lorsqu'il apparaissait dans un film. Dana a donc continué à faire des petits boulots, à conduire des bus et à creuser des fossés en attendant de pouvoir saisir sa chance. Il fait ses débuts à l'écran dans 1940 avec The Captain is a Lady, un rôle non crédité qui fait peine à voir. La même année, il apparaît dans The Westerner dans une scène poignante où son personnage est lynché. Son interprétation surprend le public. Il y avait quelque chose de brut dans la façon dont Dana équilibrait l'impuissance avec un défi tranquille. Les critiques le remarquent. De vrais rôles suivent un détective dans Lucky Cisco Kid, un journaliste dans Sailor's Lady et un officier sévère dans Tobacco Road pour la RKO. Goldwyn avait divisé le contrat de Dana en vendant la moitié à la 25e Century Fox et Dana passait d'un studio à l'autre apprenant rapidement et prenant de l'élan. Puis, dans 1941, il fit un geste que peu d'acteurs osaient tenter. Il refusa de travailler si Goldwyn ne lui accordait pas une augmentation. C'était un acte de défi qui pouvait mettre fin à une carrière du jour au lendemain. Goldwyn le poursuivit en justice pour $50,000, le retira de projets prestigieux et l'envoya dans des films à plus petit budget comme Swamp Water. Les bruits de couloir se répandirent dans l'industrie, disant que Dana était allé trop loin. Mais Dana n'a pas plié. Il a fait de Swamp Water une vitrine livrant une performance qui a renforcé sa réputation d'homme robuste et authentique. Ce n'était pas glamour, mais c'était honnête. Plus tard dans l'année, sa véritable percée s'est produite avec Ball of Fire. Réalisé par Howard Hawks, le film a donné à Dana le rôle de Joe Lilac, un mafieux coriace opposé à Barbara Stanwyck. La performance avait du tranchant de l'humour et du danger. Le public a réagi. En coulisses, cependant, quelque chose de plus sombre se dessine. Des rumeurs sur la consommation d'alcool de Dana commencent à circuler. On le voit à des soirées où il boit plus qu'avant. La pression du succès, les horaires contraignants des studios, le chagrin non résolu de la mort de sa femme et le poids des attentes constantes s'entrechoquent. Les mêmes contradictions dont il a été témoin chez son père commencent à faire surface en lui-même, préparant tranquillement le terrain pour l'effritement qui choquera un jour Hollywood et le réduira au silence pendant des décennies. Sa vie hors écran a commencé à devenir aussi compliquée que les hommes qu'il incarnait à l'écran. Il n'était pas l'homme le plus bruyant de la pièce, mais Dana Andrews pouvait tenir l'écran comme peu d'autres. Et dans 1943, alors que la guerre resserrait son étau autour du monde, il s'est lancé dans une plongée en catastrophe et est devenu un commandant naval qui avait l'air d'avoir du sel dans le sang. L'ATNE CMDR Dewey Connors n'était pas une fiction pour le plaisir de la fiction. La Navy avait ouvert sa véritable base sous-marine de New London, Connecticut pour le tournage. Les équipes ont tourné de juillet à novembre 1942, Ils ont utilisé de vrais sous-marins et non des maquettes. L'un d'eux était l'USS Marlin, un sous-marin expérimental transformé pour jouer le rôle du fictif USS Corsair. Tyrone Power se tenait à ses côtés à quelques jours de s'engager pour de bon dans le corps des marines. Mais le travail de Dana était de porter la vérité à l'écran. Cette vérité incluait les PT boats et navires de type Elco utilisés dans l'Atlantique pour traquer les raiders nazis.
Le film s'appuyait sur des faits glaçants, comme la capture de stations météorologiques allemandes par la patrouille du Groenland, 1941. C'est pourquoi le public ne s'est pas contenté de regarder Il a cru. Et à la fin, Dana n'était plus un acteur comme les autres. Dans l'esprit des gens, il est un héros de guerre, même si ses propres batailles ne font que commencer. La même année, il ne porte plus l'uniforme, il est Donald Martin dans The Oxbow Incident, l'incident de l'arc-en-ciel. Il allait mourir accusé à tort dans l'ombre d'une foule de lyncheurs. Il les a suppliés, il a supplié Dieu, et dans un moment de calme avant la corde, il a lu une lettre à sa femme. Dans ces 1943 salles, il y avait des gens qui pleuraient à chaudes larmes. Les critiques ont dit que c'était déchirant, mais c'était plus profond que cela. Il a ouvert une brèche dans l'esprit des Américains. La justice n'est pas toujours juste. Même un homme tranquille comme Martin peut être tué au nom de la colère. Andrews n'a ni crié ni hurlé. Son pouvoir est venu du silence. Et ce silence a laissé une trace. La même année, il n'était pas du tout à l'écran, on l'entendait juste. En décembre 7, la voix de Dana n'appartenait pas aux vivants. Le court-métrage documentaire réalisé par John Ford et Greg Toland n'a pas été avare de détails. Il était très explicite. Mais la voix de Dana était immobile. Elle racontait une histoire qui n'était pas celle de la victoire, mais celle de la mort. Les parents de la marine qui avaient perdu leur fils étaient présents ainsi que des visages de toutes les couleurs noires blancs hispaniques. Le court-métrage a remporté l'Academy Award en 1944, mais plus encore, il est devenu l'un des rares moments où la propagande et la douleur se sont donné la main. La voix de Dana ne criait pas le patriotisme. Il est revenu à l'écran l'année suivante dans le rôle du CMDR latino Edward Moulton, dans Wing and a Prayer, un film façonné par le véritable chaos de la bataille de Midway. Il suit un porte-avions et l'équipage qui se trouve sur son pont dans les mâchoires de la guerre. Le réalisme est frappant. Les tactiques, la chaleur. Les longs silences entre les apparitions de l'ennemi. Tout cela semblait vrai parce que c'était en grande partie le cas. Dana a apporté sa propre expérience dans le parc puisant, dans ce qu'il connaissait et dans ce qu'il craignait. Le titre est tiré d'une chanson à succès qui évoque le désespoir des pilotes de l'US Navy et le film porte cette ambiance du début à la fin. Il a même été nommé aux Oscars pour le meilleur scénario original. À l'écran, Dana a l'air posé, mesuré, héroïque. Mais derrière tout cela, quelque chose s'effiloche. La guerre a fait de nombreux héros, mais elle a aussi rendu Dana Andrews vulnérable. Alors que le monde entier applaudit ses performances, il commence à se noyer. L'alcool s'était déjà glissé dans sa vie auparavant, mais lors de ses tournages exténuants en temps de guerre, il s'enfonçait encore plus profondément. Il disparaissait après les tournages de nuit. Parfois, il ne se montrait pas du tout. Les réalisateurs chuchotaient, les covedettes s'inquiétaient. En 1940, il avait déjà été emprisonné pour conduite en état d'ivresse. Aujourd'hui, au milieu de ces années de gloire, la dépendance commence à se faire plus forte. Des bagarres éclatent dans les coulisses. Des rumeurs d'accès de violence le poursuivent. Pourtant, il a continué à jouer, à se montrer, même si cela l'a presque brisé. Des années plus tard, Dana parlera ouvertement de son alcoolisme. Il a rejoint le Conseil national sur l'alcoolisme et a partagé son histoire publiquement. C'était rare, à Hollywood, la vulnérabilité n'était pas souvent permise. Mais il savait ce que le silence pouvait faire, et il a choisi de ne plus se taire. Puis, à la fin de l'année 1944, Laura est sorti en salle. Il a rendu Dana Andrews immortelle. Il jouait le lieutenant Mark McPherson, un homme enquêtant sur le meurtre d'une femme qu'il n'avait jamais rencontrée, mais qu'il aimait d'une certaine manière. Le portrait de Laura peint par Frank Polanyi d'après Gene Tierney n'était pas seulement un accessoire, c'était une trappe vers l'obsession. Le rebondissement de l'intrigue, à savoir qu'elle n'était pas morte du tout, a choqué le public. Le film a remporté des millions de dollars au box-office, 5 nominations aux Oscars, une victoire pour la meilleure photographie. C'était un film imprégné d'ombre et de désir, et Dana se trouvait au centre de tout cela. Le thème de David Raxon, écrit lors de son propre chagrin d'amour, a transformé toute l'histoire en une lente danse de la douleur. Il est devenu un standard du jazz et les musiciens n'ont pas cessé de l'enregistrer. Le film a été conservé dans le National Film Registry des décennies plus tard. Mais la performance, elle a été conservée dans les os des gens. Dans Fallen Angel, sorti juste un an plus tard, dans 1945, Dana s'est lancé dans quelque chose de plus sombre. Il y incarne Eric Stanton, un vagabond qui a des secrets et des nerfs à fleur de peau. Le personnage se retrouve mêlé à des affaires de meurtre et de tromperie, et la confrontation au tribunal devient le point culminant du film. Mais le drame ne se joue pas qu'à l'écran. Dans les coulisses, Dana ne voulait même pas du rôle.
Daryl Zanuck l'a menacé de le suspendre s'il ne l'acceptait pas. Alice Faye a eu un rôle important pour son retour, mais a quitté l'industrie pendant 16 ans lorsque ses scènes et sa chanson thème ont été coupées. Linda Darnell jouait de la femme fatale et l'alchimie entre Dana et elle était électrique. Le film n'a pas égalé Laura en termes de prestige, mais il a creusé plus profondément son image, celle d'un homme qui semblait toujours en avoir trop sur les épaules. Et puis est arrivé les plus belles années de notre vie, en 1946, Ce n'était pas seulement un film, c'était un miroir tendu à tous les foyers américains qui tentaient de guérir après la guerre. Dana jouait le rôle de Fred Darin, un vétéran de retour au pays, qui n'arrivait pas à trouver du travail, à trouver la paix, à se trouver lui-même. Le film a rapporté une fortune de 23 millions de dollars à l'époque. Il a remporté 7 Oscars. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleur second rôle, meilleure partition, meilleur montage, meilleur scénario. Dana n'en a remporté aucun, mais il n'en avait pas besoin. Il est entré dans Daisy Canyon comme un homme déjà fatigué de se cacher. Dana Andrews jouait Dan O'Mara, un avocat marié partagé entre Daisy de Joan Crawford et Peter d'Henry Fonda. Mais sous les scènes polies du tribunal et les infidélités chuchotées, les spectateurs voyaient autre chose. Ils voyaient un homme qui vacillait. Le film est sorti en 1947, à une époque où l'Amérique s'adaptait encore à la paix, où les rôles des hommes et des femmes évoluaient et où la vie de famille semblait instable. La double vie de Dan n'était pas seulement un scénario. Elle faisait écho au propre mariage de Dana avec Mary Todd, qui avait commencé en 1939, mais qui montrait déjà des fissures. On pouvait sentir la tension dans ses yeux, la distance dans sa voix, la façon dont il hésitait entre deux choix. Les critiques ont qualifié la performance d'honnête, peut-être trop honnête. Otto Preminger avait une façon de laisser les acteurs saigner à l'écran, et cette fois-ci, cela a fonctionné. Le désordre semblait réel. Les regrets ne jouaient pas. La même année, il s'est attaqué à Boomerang et a porté le fardeau de la justice comme une seconde peau. Dana jouait Henry L. Harvey, un procureur de l'État soumis à des pressions pour faire condamner un homme dans l'affaire des 1924 meurtres d'un prêtre à Bridgeport, dans le Connecticut. John Waldron, un vétéran de la guerre, arrêté à tort après une identification douteuse, a été victime d'un scandale public. Andrews a apporté un défi calme au rôle montrant un procureur luttant contre la politique et la colère du public juste pour faire ce qui est juste. L'histoire est tirée d'un article du Reader's Digest, mais le tournage dans le Connecticut lui a donné une vérité grinçante. Pas de lustre hollywoodien, juste une tension tranquille, et un homme essayant de garder son âme intacte. En fin de compte, le véritable tueur n'a jamais été trouvé, mais Andrews a fait en sorte que l'ambiguïté soit noble. Il n'avait pas besoin de gagner, il devait juste avoir raison. Dans 1948, Dana s'attaque à Igor Gouzenko, un transfuge soviétique qui a divulgué des secrets sur un réseau d'espionnage russe au Canada. La paranoïa de la guerre froide s'intensifie et Hollywood sait où braquer ses caméras. Andrews s'est entraîné dur pour obtenir une voix et une posture parfaite. Ce n'était pas seulement un rôle, c'était un avertissement. Le film est devenu un drapeau planté dans le celluloïd anticommuniste stratégique parfaitement synchronisé avec l'emprise croissante de Huas sur l'industrie. Mais Dana ne jouait pas seulement un symbole. Il a donné à Gouzenko un désespoir tranquille, un sentiment d'isolement qui reflétait la peur qui montait dans l'Amérique de l'après-guerre. Le RUAC surveille la situation de près. Propagande ou patriotisme? Personne ne peut plus le dire. Mais la performance de Dana a incité les gens à s'arrêter et à regarder de plus près. Cela suffisait. Dans 1948, il a troqué les costumes et les ombres pour le vent et la mer. Situé dans l'air froid et salé du Maine, le film suit son personnage Odd Stillwell, un architecte devenu pêcheur de homards. L'adaptation cinématographique de Spoonhandle de Ruth Moore s'est efforcée de rester fidèle à la côte accidentée qu'il a façonnée. L'île de Vinley Haven et Rockland ont donné au film un aspect brut. Andrews a lutté contre le temps et l'eau comme un homme qui essaie de se nettoyer. Il a tissé des liens avec un garçon en difficulté, a fait preuve de tendresse là où d'autres auraient pu se montrer autoritaires. Mais en coulisses, Dana dérapait. La même année, il a été arrêté à Van Nuys en état d'ébriété tiré d'une bagarre dans un bar. Les studios le couvrent,
Mais les fissures sont désormais évidentes. Zanuck demandera plus tard qu'il soit déclaré inapte au travail. Andrews savait ce qui se passait. Sa consommation d'alcool n'était plus un secret. Et lentement sa carrière a commencé à le refléter. Par 1950, ses conséquences se sont manifestées sur le plateau. Where the Sidewalk Ends devait être sa réunion avec Gene Tierney, un film noir sur un flic brutal. Mais Dana n'arrêtait pas d'arriver en retard, voire pas du tout. Certains jours, il n'arrivait même pas à terminer des scènes. Il s'est évanoui en pleine production, s'est effondré sans crier gare. Otto Preminger a tenté de maintenir le film en vie, Zanuck a fait des pieds et des mains pour ajuster le calendrier. Il a fallu au studio près de 2 semaines et 1475 millions de dollars pour le terminer. Le film n'a rapporté qu'1 million de dollars. La performance de Dana a été saluée pour son intensité, mais le mal était fait. Hollywood regardait les réalisateurs, prenait des notes, tout comme les compagnies d'assurance. Dans Edge of Doom, et aussi dans 1950, il portait un collier de prêtre, mais ne pouvait cacher l'usure de sa voix. Il jouait le père Roth, un homme qui luttait contre la perte et le désespoir. Mais le public ne voulait pas de la noirceur, pas comme ça. Samuel Goldwyn déteste l'ambiance qu'il trouve trop sombre, trop désespérée. Pendant ce temps, Dana boit plus que jamais. Les rumeurs le poursuivent dans les bars d'Hollywood. Goldwyn l'a confronté en face à face, lui a demandé d'arrêter. Dana ne l'a pas fait. Le contrat a pris fin. Ce film froid, gris et amer marqua le début de sa déchéance. Puis vint Sealed Cargo dans 1950 et 1, encore un pêcheur cette fois à la poursuite de nazis près de Terre-Neuve. Mais l'avantage a disparu. Andrews bredouille ses lignes, se déplace comme un homme sous l'eau. Il avait la gueule de bois dans la moitié des prises. L'ancienne vivacité, cette tension qu'il portait si facilement, n'était tout simplement plus là. Les critiques l'ont remarqué. Les studios ont fait de même. Les rôles se sont réduits tout comme les budgets. Il n'était plus finançable, on ne lui faisait plus confiance. La même année, Frogmen aurait dû être un retour en force. Dana y jouait le luthier Jake Flanagan à la tête d'une équipe de démolition sous-marine. Mais même l'océan n'a pas pu l'effacer. Son corps a lâché et des cascadeurs ont dû le sortir de l'eau. Un incident de quasi-noyade a failli interrompre la production. Les arrestations pour conduite en état d'ivresse se sont multipliées. Ses réflexes ont ralenti. Sa mise au point a craqué. Ils ont dû tourner autour de lui. Les gens ont murmuré qu'il ne survivrait pas à un autre tournage. Mais chaque rôle est désormais accompagné d'une étiquette d'avertissement. En 1956, tout a basculé dans While the City Sleeps, la ville d'or. Fritz Lang a dû interrompre la production après que Dana et Ida Lupino se soient présentés ivres hurlant sur les figurants, perturbant tout. Daryl Zanuck en a eu assez. Il a poursuivi Andrews pour rupture de contrat, le traitant d'incompétent devant l'industrie. Dana Andrews, autrefois l'homme en or de la retenue et du contrôle, fait désormais la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons. Il est exclu des grands rôles poussés vers des films de série B bon marché et des rôles à la télévision dont personne ne se souvient. La chute a été publique et brutale. L'inscription sur la liste noire a scellé le cercueil. L'acteur principal n'était plus là. Lorsque le nom de Dana Andrews est apparu pour la première fois au générique d'un feuilleton de jour, il a surpris les personnes qu'il avait vues commander l'écran dans des salles noires et enfumées. Dans 1969, il jouait le Dr Jerome Black, un doyen d'université dans Bright Promise, sur NBC, et ne gagnait que 1 000 $ par semaine. Il avait été l'une des stars les mieux payées d'Hollywood. Aujourd'hui, à 60, c'est un homme qui tente de s'accrocher. Ses yeux sont fatigués, injectés de sang par des années d'alcoolisme, sa santé s'étiole. Le studio tente de le rajeunir avec des murs teintés de rose qui adoucissent son visage sous les lumières vives, mais il ne parvient pas à dissimuler la vérité. Lorsque le Los Angeles Times publie la nouvelle de son licenciement, il l'apprend en lisant le journal comme tout le monde. C'est une petite humiliation dans une vie qui semblait intouchable. Quelques années plus tard, il apparaît dans Airport 1975 dans le rôle d'un passager nommé Scott Freeman. Un petit rôle noyé dans le chaos d'une crise en plein vol. Le film est un succès, mais pas grâce à lui. Son nom n'a plus de poids. Le public remarque à peine l'homme qui a possédé les 1940. La douleur était plus profonde qu'une gloire en déclin. En 1964, son fils David était mort à 30 ans d'une hémorragie cérébrale et le chagrin l'avait fait replonger dans la bouteille. Chaque réplique qu'il prononçait dans ce film semblait provenir d'une personne vidée de sa substance par la perte d'un être cher. Il ne faisait pas que jouer, il survivait.
En 1968, son mariage avec Mary Todd était au bord de l'effondrement. Il était devenu imprévisible, disparaissant pendant des jours, criant sans raison. Elle l'a finalement envoyé à l'Institute of Living à Hartford, Connecticut, où il était resté pendant 2 mois. Là, il a fait face à la vérité qu'il avait évitée pendant des années, à savoir que l'alcool avait détruit sa carrière et était sur le point de détruire sa vie. Il avait déjà perdu le rôle principal dans Spartacus qui a été attribué à Kirk Douglas. Dans cet hôpital dépouillé de tout, il a commencé à se reconstruire. C'était le début d'un combat qui allait définir ses 2 prochaines décennies. Mais avant la guérison, une autre chute. Lorsque David est mort, Dana a essayé de le suivre. Il a avalé une bouteille de pilule et Marie l'a trouvé juste à temps. L'hôpital a sauvé son corps, mais pas son esprit. Pendant un certain temps, il a disparu des écrans, ses finances s'effondrant, sa réputation en lambeaux. Les journaux ont couvert chacun de ses faux pas. Pour le public, la chute de Dana Andrews était devenue une histoire à part entière, une mise en garde contre les effets de la célébrité sur un homme. Un soir, dans les 1960, ivre et désespéré, il s'est battu dans un bar avec un producteur qui avait refusé de lui confier un rôle. Les tabloïds l'ont mis en pièces, imprimant chaque détail. C'est le genre d'humiliation qui ne s'efface pas. Burt Lancaster, qui était autrefois un ami proche, a pris ses distances. Les personnes qui l'encensaient auparavant chuchotent désormais à son sujet. Dans les bars enfumés d'Hollywood, son nom revenait comme un avertissement que les meilleurs d'entre eux pouvaient tout perdre. Puis vint 1972, où il fit à nouveau face à la caméra, non pas en tant que personnage, mais en tant que lui-même. « Je suis Dana Andrews et je suis un alcoolique. » À l'époque, environ 19 000 Américains mouraient chaque année des suites d'accidents dus à l'alcool au volant. Sa voix régulière mais chaleureuse a traversé l'écran. Il ne jouait plus la comédie. Semaine après semaine, il s'est battu pour devenir sobre, marquant de petites victoires, jusqu'à ce que les semaines deviennent des mois, puis des années, 18 d'entre elles sans boire. Il a pris la parole dans des hôpitaux et des salles, disant à des étrangers la vérité que la plupart des stars cachent. Son message a fait la une des journaux et a changé la façon dont Hollywood parlait de la dépendance. Les gens oublient souvent qu'il a dirigé la Screen Actors Guild entre 1963 et 1965, des années avant sa confession publique. Pendant sa présidence, il s'est battu pour l'équité, les droits résiduels pour les ventes de télévisions étrangères, le premier contrat de télévision payante et même le premier accord de discrimination positive entre les acteurs et les producteurs. Il s'est opposé aux listes noires qui ont ruiné tant de carrières et a défendu des artistes comme Charlie Chaplin lorsque d'autres s'en sont détournés. Malgré ses propres scandales, son courage a contribué à façonner le Hollywood moderne et il a même fait pression sur le président Lyndon Johnson pour obtenir ce qui est devenu le National Endowment for the Arts. En 1968, tout juste sorti de son traitement, il a tourné La Brigade du Diable, interprétant le général Walter Naylor aux côtés de William Holden. Tournant dans les Wasatch Mountains de l'Utah avec 300 membres de la Garde nationale comme figurants, il a trouvé une étrange paix. Le film a coûté 5 millions de dollars et a rapporté 5 millions de dollars au box-office. Les critiques ont dit qu'il apportait du poids et de la dignité à son rôle, et pendant un certain temps, on a eu l'impression qu'il avait remonté la pente. La sobriété lui a donné de la clarté. Il avait été un fantôme, mais pour un bref moment, il était à nouveau vivant. Lorsque William Holden et Natalie Wood sont tous deux morts dans des accidents liés à l'alcool en 1981, Dana a convoqué une conférence de presse au Conseil national sur l'alcoolisme. Il a déclaré aux journalistes qu'il avait failli mourir de la même façon. Il a ajouté que la différence entre lui et des hommes comme Holden était la décision d'arrêter quand cela comptait. Les journalistes l'ont cité dans tout le pays et ses paroles ont déclenché pour la première fois un débat ouvert sur la culture de l'alcool à Hollywood. C'est l'un des derniers grands moments de sa vie publique. Dans une interview accordée à 1985, il raconte comment il a commencé à se rétablir. Un soir, en regardant son reflet, il s'est dit « Tu es un homme misérable ». Cette simple phrase l'a fait craquer. À partir de ce jour, il s'est promis une semaine de sobriété, puis une autre. 18 ans plus tard, il comptait toujours, mais le temps le rattrapait d'une autre manière. Vers la fin des années 1970, alors qu'il tournait Born Again, il a commencé à oublier des répliques. Il a joué son dernier rôle au cinéma dans The Last Tycoon en 1976, paraissant plus vieux que ses 67 ans, la voix faible, la mémoire défaillante. Dans les années 1980,
il vivait tranquillement au John Douglas French Center for Alzheimer's à Los Alamitos. Burt Lancaster est venu le voir une fois dans les années 1984 et a été victime d'un accident vasculaire cérébral pendant la visite. Dans les années 1989, Dana parlait rarement. Le 17 décembre 1992, il meurt à 83 des suites d'une pneumonie et d'une insuffisance cardiaque. Mary Todd a déclaré à Variety qu'il avait gardé le silence pendant des années avant la fin. Après sa mort, ses journaux intimes ont fait surface révélant plus que ce à quoi tout le monde s'attendait. Plus de 40 arrestations pour conduite en état d'ivresse, toutes cachées par les arrangeurs des studios. L'équipe de Samuel Goldwyn avait payé la police étouffer les témoins et enterré les rapports pendant des années pour le protéger. Les entrées montraient combien de fois il avait dormi dans sa voiture après des beuveries nocturnes, puis était arrivé sur le plateau le lendemain matin en faisant semblant d'aller bien. Hollywood a préservé son image, mais cela a eu un prix que personne n'a pu voir avant longtemps. Malgré tout, sa famille s'est restée. Lui et Mary ont eu 3 enfants, Steve Forrest, qui est devenu acteur, et des filles, Suzanne et Lisa. Ils ont porté son fardeau en silence l'aidant à travers la désintoxication, les séjours à l'hôpital et la perte de mémoire. Steve a un jour partagé des lettres dans lesquelles son père suppliait qu'on l'aide, qu'on le libère de la bouteille qui lui avait tout pris. Ces lettres dépeignaient un homme non pas arrogant, mais plein de regrets et d'amour pour les personnes qui refusaient de le laisser tomber. Dans 1978, il a pris la parole pendant la semaine de sensibilisation à l'alcoolisme, déclarant que 28% des lycéens buvaient déjà. Il leur a dit que la célébrité lui avait tout donné, puis tout repris, et les a prévenus que cela commençait par un verre de trop. Les journaux ont couvert cet événement comme un dernier acte de rédemption. Le mythe dit qu'il a cessé d'accorder des interviews cette année-là, mais qu'il a continué à parler partout où les gens voulaient bien l'écouter.